Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'activité virtuelle Les Dîners Causeries, l'accessibilité des services de santé en région rurale et éloignée du réseau des diplômés des donateurs en collaboration avec les facultés de médecine dentaire et des sciences infirmières, ainsi que l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis Lindsay Dora-Germain, conseillère aux relations avec les diplômés pour la Faculté des sciences infirmières et pour l'École de santé publique. Et je suis heureuse d'assumer l'animation de ce midi. Je suis accompagnée de ma collègue Rosalie Voisin. Rosalie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, moi je suis donc Rosalie Voisin, je suis la conseillère aux relations avec les diplômés pour les facultés de médecine et de médecine dentaire. Donc il me fait très plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui pour gérer moi le clavardage et je vous invite d'ailleurs à poser vos questions au fur et à mesure via le module questions-réponses qui est identifié QR en bas de votre écran et on va y répondre dans la deuxième partie vers midi 45. Donc, merci à vous tous d'être parmi nous. Et moi, je redonne la parole à Lindsay et je vous retrouve sur le chat. Merci. Merci, Rosalie. La première partie de cette causerie est une période de discussion entre nos invités qui durera environ une trentaine de minutes. Et comme Rosalie vient de le mentionner, la deuxième partie va être une période de questions du public d'une durée d'environ 30 minutes. Je vous invite, comme elle disait, donc à poser vos questions tout le temps dans la section QR dans le bas de votre écran. Je vous présente en fait brièvement nos 5 invités. Tout d'abord, Claude-Aline Carrière est diplômée des facultés des arts et des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Elle a travaillé à Guantanamo Bay et dans le Sahara. Claude-Aline était infirmière Manu-IQ à East Main de mars 2018 jusqu'à très récemment. Ensuite, j'ai le docteur Félix Girard, qui est diplômé de la Faculté de médecine dentaire et de l'École de santé publique en santé communautaire. Il est professeur agrégé à la Faculté de médecine dentaire. Au cours des 20 dernières années, il a travaillé au sein de communautés autochtones du nord du Québec comme dentiste clinicien, gestionnaire, professionnel de santé publique et chercheur. J'ai aussi Mendy Sananikon Savonekam, qui est diplômée de l'ESPOUM en administration des services de santé et en santé publique. Après un parcours académique engagé, elle obtient des postes dans le réseau de la santé. Aujourd'hui, Mendy est chef de service du département qualité, gestion de risques et innovation au Kateri Memorial Hospital Center. La docteure Nadia Sourial est professeure adjointe au département de gestion, évaluation et politique de santé de l'ESPOUM. Elle détient un baccalauréat et une maîtrise en statistique ainsi qu'un doctorat en recherche sur les soins primaires du département de médecine de famille de l'Université McGill. Son expertise est centrée sur l'évaluation des programmes et des politiques de soins primaires pour la population vieillissante. Et enfin, le docteur Stanley Volant est diplômé de la Faculté de médecine de l'UDM. Il est chirurgien général et spécialisé en laparoscopie. Il est le premier autochtone québécois à devenir chirurgien en 1994. Donc, j'aimerais vous remercier grandement à nos 5 panélistes d'être là ce midi. Et sans plus tarder, parce que je sais qu'on veut passer le plus de temps possible à échanger avec vous, je vais commencer tout de suite avec une question. Ma première question s'adresse à la docteure Nadia Sourial. Lorsqu'on parle d'accessibilité des services de santé en région rurale et éloignée, on ne peut passer à côté de ce qu'on appelle la fracture numérique. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce sujet? Oui, merci beaucoup, Lindsay. Ça va me faire plaisir et bienvenue et bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc, c'est quoi ce terme de la fracture numérique? Mais on sait que depuis plusieurs années, et surtout depuis la COVID, il y a eu ce virage vers la santé numérique. Donc, de plus en plus d'outils numériques, ça peut être les applications sur nos téléphones, les montres intelligentes, les robots intelligents pour nous faire des rappels pour la médication. Ça peut aussi toucher tout ce qui est la télémédecine, donc les visites à distance entre les prestataires de soins et leurs patients. Donc, le problème avec cette avancée vers la santé numérique, c'est que c'est pas toutes les personnes de notre société qui puissent avoir le même niveau d'accès à ces technologies-là. Entre autres, ça touche, il y a une proportion disproportionnée de personnes âgées, de personnes marginalisées, de personnes avec des niveaux d'éducation moins élevés
qui vont avoir des barrières à accéder à ces technologies, soit dans un contexte d'accès aux technologies à cause de problèmes d'accès à l'Internet ou à des réseaux sans fil, etc., soit des problèmes de connaissance de ces technologies. Donc, avec cet virage vers la santé numérique, il y a cette problématique de créer ce qu'on appelle cette fracture numérique, donc d'avoir une proportion de la population qui n'a pas les mêmes chances, les mêmes accès à utiliser ces outils. Donc, ce qui va créer des barrières à l'accès et augmenter les iniquités dans la population pour avoir accès aux mêmes services que la population qui peut plus facilement y avoir accès. Donc, il y a tous les pour et les contre de ce virage numérique. Donc, oui, ça offre beaucoup de promesses tant pour les cliniciens que pour les patients. Par exemple, pour les cliniciens, toute cette information additionnelle, ça peut certainement les aider à faire des meilleures prises de décision, à faciliter des alertes pour savoir quand des patients doivent être revus, etc. Pour les patients aussi, ça peut permettre une certaine autonomisation, donc de pouvoir se sentir plus en charge de sa santé parce qu'on peut avoir accès plus facilement à ses données en ligne, suivre ses données, donc pouvoir vraiment mieux être en charge de sa propre santé. Mais ce que la fracture numérique nous démontre, c'est qu'il faut faire attention dans la façon dont on va investir et implanter ces applications-là pour être conscient justement des personnes pour qui ils ont des barrières à accéder. Donc, quelques solutions qui ont été proposées pour ça. D'abord, on voit déjà qu'il y a des initiatives pour faciliter l'accès à l'Internet. Donc, il y a même un projet qui avait été mis en place par Elon Musk pour faciliter l'accès à l'Internet via des satellites, pour aller chercher les personnes qui vivent en milieu éloigné, les personnes ruraux qui peuvent avoir moins facilement accès à des connexions. Donc ça va certainement aider pour ce segment de la population qui ont ces difficultés d'accès. Et sinon, pour ce qui est des difficultés en termes de connaissances technologiques, on voit de plus en plus des formations qui sont mises en place. Je pense notamment aux personnes âgées que malgré le fait qu'on peut penser que les personnes âgées ont plus de barrières à comprendre la technologie, on voit qu'il y a une grande manifestation de personnes âgées qui veulent comprendre et qui veulent faire partie de ce virage-là. Donc, l'importance de mettre en place des formations pour les aider à s'approprier de ces outils-là. Donc, il y a vraiment ce buy-in de cette population-là qui veut faire partie de ce virage numérique et donc il faut les soutenir dans ces aspects-là et on voit qu'ils sont capables, on voit qu'ils sont positifs pour voir les opportunités que peuvent offrir ces outils-là. Donc, la santé numérique, ça va demeurer une réalité pour nous dans le système de santé, mais ce qu'il faut pouvoir faire, c'est s'assurer que ce virage-là se fait en tenant compte des barrières pour s'assurer qu'on ne crée pas plus d'inéquité dans l'accès aux services de santé. Merci beaucoup, Dr. Sourial. Et je voulais parler, oui, on parle de difficultés par rapport à des régions éloignées, par rapport à la distance. Il y a des enjeux d'accessibilité, comme vous l'avez mentionné, que c'est bon des personnes en région éloignée qui ont moins d'accès. Et vous avez mentionné aussi d'autres enjeux d'accessibilité qui est par rapport à la connaissance. Il y en a bien d'autres qui sont bien réels. Ma question est pour Mendy Samanikon. Donc, pour des personnes qui habitent proches de grands centres urbains, il y a quand même d'autres enjeux d'accessibilité. Pouvez-vous nous parler de la barrière de la langue en particulier? Oui, ben en fait, d'abord, j'aimerais me présenter en disant que je ne fais pas partie de la communauté. Je parle au nom d'une professionnelle de la santé qui travaille dans une communauté autochtone. Donc, on est à Kahnawake, on est très proche des régions urbaines, comme vous l'avez mentionné. Et c'est une réalité peut-être un peu plus unique à cette communauté, contrairement à d'autres qui sont plus éloignées, mais elle est bien réelle et je crois qu'elle est quand même assez présente partout. Dans un premier temps, c'est que la barrière de la langue, donc si on parle d'actualité, la loi 96 par le gouvernement,
c'est un peu une action contradictoire avec tout ce qui est la sécurisation culturelle qu'on parle dans le réseau de la santé actuellement. Donc, ça rajoute énormément, ça rajoute un clivage assez important entre la communauté en tant que telle et le gouvernement. Sans parler de la méfiance institutionnelle que les gens ont déjà à la base par les traumas historiques, les écoles résidentielles, etc. Donc, je pourrais donner des exemples concrets en termes de barrière de la langue. Donc, la communauté ici, Mohawk, est majoritairement, sinon uniquement, parle anglais en anglais. Donc, c'est des services en anglais que nous offrons ici à Catherine Memorial Hospital Center. Par contre, ce qui est difficile, c'est que malgré qu'on offre quand même une panoplie de services de première ligne et de soins de longue durée, courte durée, home service à domicile, il y a des services spécialisés de deuxième ligne qui ne sont pas accessibles sur la réserve pour multitude de raisons. Donc, c'est pourquoi nous, on doit faire appel à nos partenaires, donc les centres de santé du territoire et autres. Donc, les partenaires plus anglophones, si on veut dire comme le Glen, le Douglas. Par contre, on a aussi la difficulté du fait qu'en ce moment, le réseau de la santé fonctionne par territoire. Donc, c'est vraiment toute cette complexité du réseau qui est déjà difficile à naviguer, qui rajoute un fardeau supplémentaire pour les gens qui ont besoin des services en tant que tel. Un autre service concret, ce serait par exemple, donc les gens ne savent pas, mais on a ce qu'on appelle un centre de répartition des demandes de services, qui est dans le fond un médecin généraliste qui va faire une demande de service spécialisé et l'envoyer à ce centre. Ce centre va ensuite faire la répartition des services pour s'assurer que le client reçoive le service adéquat. Par contre, le CRDS, qui est le centre de répartition de demande de services, est en français. Donc, par exemple, nous, les gens de la communauté vont recevoir un appel du CRDS qui va dire « Bonjour, vous avez reçu une demande de service pour telle chose ». Les gens ne prennent même pas ne considérant même pas l'appel, vont juste raccrocher et dire « C'est pas pour moi ». Et c'est ce qui crée, dans le fond, un gros délai avant d'arriver à la prise en charge pour des services plus spécialisés. Puis ils vont attendre vraiment longtemps avant de pouvoir accéder à ces services-là, jusqu'au point que si on se rend tellement malade, ils vont se rendre au 3e niveau. Donc, on réalise que c'est vraiment assez important. Un autre service peut-être un peu plus complexe qui touche, dans le fond, le service spécialisé, c'est les services pour les jeunes. Donc, les services spécialisés en termes d'orthophonie, qui est vraiment une barrière à la base, un service pour mieux communiquer. Les services d'orthophonie sont offerts qu'en français. Donc, nous, pour les services jeunesse, c'est super compliqué. Considérant que nous aussi, encore une fois, on a peut-être un cas unique où nous avons une double gouvernance où que le financement vient du provincial et du fédéral. Donc, en plus d'avoir deux redditions de comptes, on a 2 types de services qui nous sont offerts, mais qui ne représentent pas nécessairement les besoins pour la communauté. Puis l'accès, juste se rendre au point de se rendre au service, est assez difficile. Donc, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait rajouter à ça. Effectivement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans nos panélistes qui aimerait renchérir. On a quelques minutes. Quelqu'un aimerait dire quelque chose? Ça va. On a le temps de se mettre dedans. Donc, peut-être que j'ai une question justement pour notre panéliste infirmière Claude-Aline Carrière. Vous avez travaillé à East Main pendant plusieurs années en tant qu'infirmière clinicienne en santé mentale. Vous avez par ailleurs travaillé dans plusieurs endroits dans le monde. Un terme qu'on entend de plus en plus en santé et que Mandy a mentionné par ailleurs, la sécurisation culturelle. Donc, ce sont des soins qui sont prodigués dans le respect de l'identité culturelle du patient. Pouvez-vous nous parler de votre expérience professionnelle dans ce contexte? Oui, j'aimerais bien parler, mais par contre, est-ce que je pourrais d'abord, dans le contexte de la sécurité culturelle, faire suite à ce que disait la docteure Nadia Sourial ainsi que Madame Mandy Sananikone? Oui, je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Oui, pour ce qui est de ce que disait Madame Nadia Sourial, j'ai eu à travailler, moi, avec justement la santé numérique à cause de la COVID.
Alors, c'est devenu très, très important. Même avant, nous avions un petit peu de suivi numérique parce que parfois, la psychiatre voulait voir un patient, un client, un usager. Je ne sais pas quel terme vous préférez plus souvent. Et puis, quand on a commencé à voir plus de personnes au niveau du numérique, c'était soit par Zoom, par Teams, de façon virtuelle ou par téléphone. Le problème, c'est que premièrement, les gens dans le Grand Nord, pour la plupart, ont très peu de données. Et puis, alors même très souvent, ils ne fonctionnent pas avec quand ils appellent, ils n'utilisent pas le cellulaire, même parce qu'ils n'ont pas même. Est-ce que c'est juste pour moi que ça a coupé ou personne, tout le monde m'entend? Ça a coupé également pour moi. Ah, on a des problèmes techniques malheureusement avec Madame Carrière. Je suis vraiment désolée. Ça avait super bien commencé par rapport à ça. En attendant de régler ce problème technique-là avec Madame Carrière, peut-être que je peux passer justement directement à la question avec le docteur Félix Girard. Votre posture d'enseignant vous confère le privilège de voir la relève, cette relève sur laquelle nous fions pour trouver des solutions aux enjeux que nous évoquons aujourd'hui. Pouvez-vous justement nous parler de l'évolution de la formation des professionnels en santé et des dentistes spécifiquement qui seront amenés à travailler en région rurale et éloignée? Ah ben, vous avez raison, hein, c'est un privilège de pouvoir côtoyer, de pouvoir interagir avec des étudiants. Parfois, les étudiants nous relancent avec des observations sur ce qu'on fait, qui nous font réaliser des choses qui sont des choses qu'on veut pas. Des fois, on apprend du contact avec les étudiants. Il y a des défis très grands dans les communautés autochtones que j'ai visitées dans le Nord. Puis je prétends pas tout connaître, là, mais c'est juste que j'ai vu des manifestations, des problèmes dont on a parlé plus tôt, des problèmes de fardeaux de maladies qui sont accrus dans certains groupes de notre population, des personnes qui vivent aussi avec des problématiques d'accès aux services qui sont particulières. Une norme aussi de qu'est-ce qui est normal d'avoir comme service qui est différente de ce qu'on trouve ailleurs. Donc, oui, dans la formation qu'on offre à l'Université de Montréal, d'abord, la faculté de médecine dentaire travaille avec les autres facultés à donner une formation sur l'approche patient en interdisciplinarité. Puis c'est une particularité de notre programme en médecine dentaire. Donc, on travaille avec les facultés de pharmacie, arts et sciences, médecine, avec plusieurs programmes pour faire une formation interdisciplinaire. Puis une formation où est-ce qu'on parle aussi d'un idéal, d'une approche de patient, qu'on respecte l'expertise du patient, on respecte les savoirs du patient. Puis on approche l'autre avec une ouverture et une impression de ne pas tout savoir. Donc, on construit avec le patient une dynamique de soins avec des besoins, des priorités qui sont identifiés activement par le patient, puis aussi une appropriation des soins qui est peut-être plus facile. Donc, c'est ça, je vous dirais, dans le Nord, il y a des défis, on peut en parler des défis du Nord, puis on peut parler de toutes sortes de choses, puis il y a des réalités qui sont différentes d'une communauté à l'autre, mais il y a aussi des opportunités. Puis une des opportunités dont j'ai été témoin dans les séjours que j'ai faits quand j'ai travaillé en santé publique, entre autres. En santé publique, ça va de soi, travailler en interdisciplinarité, c'est quelque chose de concret dans les directions de santé publique. Mais dans le côté clinique aussi, dans les lieux de soins dans le Grand Nord, il y a la possibilité de travailler en interdisciplinarité. Puis c'est quelque chose qui est intéressant et c'est quelque chose aussi qui nous avec lequel on fait un pont avec notre formation actuellement en médecine dentaire. On prépare nos étudiants à travailler avec d'autres. Merci beaucoup de votre réponse et je pense qu'effectivement, on le voit de par le panel aujourd'hui, cette interdisciplinarité, puis de partager ensemble, que ce soit
pendant la formation ou après, on va être amené à travailler avec d'autres professionnels. Donc, comme vous le voyez, Claude-Aline est de retour. Donc, on va essayer de continuer sur sa réponse. Claude-Aline, vous parliez de sécurisation culturelle et vous parliez aussi donc de télémédecine. On vous écoute. Oui, c'est ça. Alors, étant donné que les gens n'ont pas beaucoup de données, ça pouvait devenir problématique pour ce qui était des rendez-vous virtuels, par exemple, ou par téléphone, parce qu'il y en a qui disaient, eh bien, chez moi, parce qu'il y a beaucoup de gens par maison. Disons qu'une maison qui normalement ferait peut-être à 4 personnes ici dans le sud, il pouvait facilement y avoir 10 personnes dans la maison. Alors les gens parfois me disaient, bah, c'est parce que moi, si je parle au médecin ou au psychothérapeute, bah, c'est parce que quelqu'un peut bien m'entendre. Et puis après, eh bien, si je décide, bon, je vais pour avoir plus d'intimité, je vais aller dans mon auto pour qu'on ne m'entende pas. Si la personne a une auto, ben là, la personne n'a pas accès au Wi-Fi. Alors, parfois, la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, elle pouvait, par exemple, venir au dispensaire. Et puis ça, c'est seulement quand il y a eu quelques... quand les, comment je pourrais dire, quand les mesures d'hygiène là, ont été un peu plus permissibles, c'est-à-dire, alors elle allait venir pour avoir un rendez-vous, mais en même temps, comme je vous avais expliqué, Madame Lindsay, c'est que les gens aussi sentent que s'ils viennent au dispensaire, surtout en santé mentale, eh bien là, comme c'est une petite communauté, tout le monde se connaît, eh bien le mot se répand facilement. Alors ça, c'est un problème. Et puis, par rapport à ce que Madame Nadia, pas Madame Nadia, mais Madame, je ne la vois plus, je pense que c'était Mandy oui. Sananikon, oui, expliquait, c'est que justement, nous avons eu à faire face à ces problèmes parce que par exemple, quand ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir des gens qui voulaient aller en désintox et ensuite recevoir des services de Ça semble encore problématique pour Mme Carrière. Je suis vraiment désolée de ces problèmes techniques. Hein. C'est de ne pas pouvoir avoir l'étendue de son point de vue pour une personne qui a travaillé. Alors, est-ce que vous me voyez? Oui. Oui. Alors, ce qui arrivait, c'est que avant, il y avait, je trouverai le nom des organismes, mais il y en a un qui permettait aux gens de venir en désintox. Et puis, c'était un organisme qui servait surtout où est-ce que je suis? On vous voit toujours. Ah, vous me voyez? OK, moi, je ne vous vois pas. OK. C'est ça, ça servait surtout aux gens qui... les gens qui venaient d'ailleurs pouvaient venir. C'était un organisme qui était associé à la Montérégie. Mais là,
ce qui arrive, c'est qu'ils ne pouvaient plus prendre ces gens-là pour des intox. Ils n'ont plus le droit, ils ne reçoivent plus l'argent. Puis même si nous payons, ce qui arrive, c'est que là, ils seraient obligés de refuser le lit à quelqu'un de leur secteur. Alors, ça devenait difficile. Puis ce qu'on m'a expliqué, c'était que justement, à cause des changements du gouvernement, il fallait aller dans son secteur. Or, à part les communautés CRI, les autres endroits à la baie James ou dans le Grand Nord, c'est essentiellement francophone. Et puis, pour les CRI, le français, c'est leur troisième langue. Alors, Ouais. alors ce n'était pas... C'était pas évident comme problème. Je voudrais par contre mentionner que le nom du médecin ne me vient pas en ce moment, mais quand j'étais là-bas, il y a un médecin qui travaille qui travaille pour le CHUM, justement qui se spécialise dans elle est médecin généraliste, mais elle se spécialise dans la désintoxication pour les patients qui soient francophones ou anglophones. Et puis c'est avec le CHUM, et puis elle serait intéressée à travailler avec le Nord parce que justement, il n'y a pas, c'est un service qu'on n'offre pas tellement au niveau du CUSUM. Alors, c'était juste pour, je retrouverai l'information plus tard en tant que Merci. Des solutions. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Madame Carrière. Merci infiniment d'avoir partagé votre point de vue. Je vais passer justement au docteur Stanley Volant qui a pris du temps pour nous voir aujourd'hui. Donc, vous avez grandi vous-même en région éloignée dans la réserve de Pessamit, située sur la Côte-Nord au Québec. Et nous vous savons très actifs auprès des premiers peuples en ce qui concerne la promotion des professions liées à la santé ou encore les saines habitudes de vie. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre expérience en lien avec l'accessibilité des services de santé? Premièrement, Kwekwe Kasano, Namaste Meledende Teyane Dizi Mian Kahiat. Je vais juste vous dire bonjour dans ma langue en Innu. Moi, je suis un Innu de Pessamit. Mais premièrement, je voudrais aussi reconnaître que, actuellement, je suis à Montréal, à l'hôpital Notre-Dame. J'aimerais reconnaître le territoire ancestral du peuple Kanyen Kahaka, le peuple Mohawk, qui habite, et on est actuellement sur l'île de Montréal, donc Tiohtià:ke, qui veut dire l'endroit où se rencontrent les grandes eaux. Et pour les Autochtones, c'est très important de reconnaître les territoires ancestraux de chaque nation. Et c'est pour ça que dans les présentations qu'on fait comme Autochtones, on reconnaît le territoire où on habite. Moi, j'ai grandi sur le territoire ancestral Innu, sur Netassinan, c'est sur toute la côte nord et une partie du Labrador. Le peuple Innu est très... Ses cousins, en fait, au peuple Cri. En fait, les Inuits, c'est des Cris de l'Est, parce que notre langage est la même que le langage Cri. Puis avant l'arrivée des colonisateurs, on formait qu'un grand peuple. Mais Jacques Cartier a décidé de nous appeler montagnais, les Cris. Bon, puis, mais quand que je parle à des gens de Mistassini, les Cris de Mistassini, qui s'appellent Innu, on parle le même langage, puis il n'y a pas vraiment de différence. Et bon, c'est ça, je peux parler d'où je viens, mais il y a quelque chose qui m'intéresse encore plus de vous parler, c'est l'aspect de l'insécurité culturelle ou de la sécurisation culturelle pour les Premières Nations. On a entendu parler de Joyce Echequan il y a 2 ans, de sa mort triste, un événement qui n'aurait jamais dû arriver, des pensionnats, des découvertes des cercueils anonymes depuis à peu près 1 an ou 2. Et tout récemment, la semaine passée, qui a fait défrayer l'actualité, c'est la stérilisation volontaire, la stérilisation forcée de femmes autochtones et de traumatismes obstétricaux, gynécologiques que les femmes autochtones rencontrent. D'ailleurs, j'ai une rencontre avec le Collège des médecins tantôt pour discuter de cet incident et de poursuivre l'investigation avec les auteurs de l'étude, Dr. Suzy Basile de l'UQAT. Donc, l'insécurité culturelle
est très important parce que c'est sûr que l'accès au niveau des soins de santé dans le Nord ou en région éloignée est très difficile parce qu'on est éloigné. Il y a pas beaucoup de médecins. Il y a des difficultés d'avoir des infirmières. Puis par la suite, il y a toutes les sécurités culturelles. Souvent, c'est des gens qui arrivent de la ville, qui deviennent médecins, infirmières dans les communautés autochtones. Et il y a un barrage culturel important, un barrage linguistique, parce que comme Mme Carrière travaille à Eastmain, la plupart des gens parlent cri. Le deuxième langage, c'est l'anglais, et le français, c'est le troisième langage. Et chez les Inuits, c'est l'inuktitut qui est parlé essentiellement, et l'anglais est deuxième. Et souvent, les gens, quand ils vont dans le Grand Nord, ils parlent français, puis ont des difficultés de communication avec les gens des communautés inuites. Donc, et l'insécurité culturelle, je vais vous parler de ségrégation culturelle, c'est un terminologie très importante. C'est venu d'un concept qui vient de Nouvelle-Zélande, des infirmières maoris qui ont développé ce concept-là. Les Maoris ont vécu les mêmes problématiques que les Autochtones du Canada. Nous avons eu les pensionnats, la colonisation anglaise. Et les problématiques de santé sont quasiment identiques. Si vous prenez des études de santé des Maoris, des Aborigènes d'Australie ou encore du Canada, le même taux de diabète, le même taux de suicide, c'est identique. Et pourtant, il n'y a rien qui nous lie au niveau génétique. C'est vraiment purement des séquelles de la colonisation et aussi des pensionnats. Et les gens qui allaient dans des communautés, qui allaient avoir des soins de santé, avaient des réticences et souvent n'allaient pas à leur rendez-vous. Et je vais vous donner un exemple très, très précis. Moi, je suis une Pessamite et l'hôpital le plus proche, c'est l'hôpital de Baie-Comeau. Et les gens hésitent d'aller à l'hôpital de Baie-Comeau parce qu'ils ont peur d'être jugés, d'avoir des préjugés racistes ou d'être traités comme des citoyens de second ordre. Et souvent, les gens n'iront pas à l'hôpital, ils vont entendre d'être très, très malades, puis amenés en ambulance parce que le diabète est rendu à 38. Le cancer est déjà très généralisé. Le diabète est très avancé, il y a des complications au niveau rénal, au niveau cardiaque, au niveau vasculaire, parce qu'ils ont peur d'aller dans des centres hospitaliers ou des cliniques parce qu'ils ne se sentent pas respectés ou traités d'égal à égal et ça entraîne des problématiques au niveau de la santé. Et en revenant sur les infirmières maoris, la ségrégation culturelle, c'est des soins qui sont basés sur la connaissance de la culture, donc reconnaître la différence, développer des compétences, savoir comment interagir avec les gens de notre culture. Premièrement, enlever ses lunettes, parce que quand on voit les valeurs de quelqu'un qui soigne et celui qui est soigné peuvent être différentes. Donc, essayer de voir la perspective de l'autre avec d'autres lunettes. Donc, développer des compétences, être sensible, respecter et être ouvert à la différence. Et l'ensemble de tout ça va permettre à quelqu'un d'aller dans un centre de santé, par exemple, où l'infirmière va le recevoir de façon respectueuse. Le médecin va le rencontrer de façon compétente et respectueuse. Et, par exemple, ce n'est pas juste les infirmières ou les médecins qui doivent être compétents au niveau culturel, même l'ensemble du centre de santé, parce que souvent, les gens arrivaient à l'hôpital Baie-Comeau à Sept-Îles, puis ils se faisaient déjà insulter par le gardien de sécurité ou la personne qui était à l'entretien ménager. Ah, un sauvage qui arrive, il doit être saoul, il doit être drogué, il ne doit pas s'occuper bien de ses enfants, il doit vivre dans la pauvreté. Donc, ces préjugés-là empêchent justement les gens d'aller consulter avec confiance. Donc, si on peut développer l'ensemble d'un hôpital, d'un centre de santé et d'aller vers cet objectif-là de ségrégation culturelle, ça va amener des interactions beaucoup plus sécuritaires qui vont aussi bénéficier de part et d'autre parce que ma culture, elle est riche, elle est des millénaires de culture. Je pense que ma culture a des belles choses à partager avec les gens qui ne sont pas de ma culture. Et je pense que cette symbiose-là, cette synergie-là entre les médecins, les soignants et les soignés, je pense que ça va apporter quelque chose de très positif. Et il y a beaucoup de difficultés au niveau de l'accès, parce que souvent les communautés sont à distance, manque de personnel. Et pour quelqu'un du Grand Nord de descendre en ville,
d'aller à Montréal, c'est très traumatisant. Même chose pour les jeunes de Bay James ou encore de la Côte-Nord. Il y a plusieurs patients qui refusent d'aller traiter à Québec parce qu'ils ont peur. Ils tombent dans un territoire étranger où ils ne connaissent pas la langue parce que quelqu'un qui parle juste nous, quand il se fait recevoir en français, c'est un peu difficile. Donc, il y a toute cette barrière-là au niveau de la linguistique et culturelle qui doit être abolie. Donc, l'insécurité culturelle, les différentes barrières au niveau culturel, au niveau linguistique, au niveau de la distance et de la formation des médecins, des traitants aussi qui s'en vont en région. Parce que je vais vous donner une anecdote. Souvent, il y a des gens qui s'en vont dans le Grand Nord et un peu en colonisateur. Et c'est pas des histoires, c'est vraiment vrai. Des gens qui arrivent pendant 1 an ou 2, se travaillent à Nitouk, à Kuujjuaq, et ils pensent qu'ils vont être capables de changer la société inuite. Mais il ne faut pas que les gens arrivent en colonisateurs, il faut qu'ils arrivent comme des partenaires, comme des gens qui essaient de comprendre les gens et de collaborer avec eux, de trouver la solution avec les gens et de ne pas apporter la solution de Québec ou de ça ne marchera pas à Kuujjuaq. Les solutions qui sont élaborées à Québec ou à Montréal, il faut élaborer ces solutions-là en collaboration avec les gens des différents milieux. Bien, Voilà. merci beaucoup pour ce partage, Dr. Volant. Puis justement, j'aimerais peut-être inviter les autres panélistes à amener un peu de leur perspective par rapport à ça, parce qu'on a parlé beaucoup d'enjeux, mais j'aimerais aussi parler de solutions, d'exemples concrets, peut-être de succès ou de choses comme ça que vous avez pu voir de par votre expérience sur le plancher. Claude-Aline, j'ai vu que vous avez levé la main, mais j'aimerais peut-être laisser la parole un peu à d'autres personnes d'abord. Allez-y, Félix. On va revenir à vous, Claude-Aline. J'essaie d'enlever le... C'est ça, j'ai une question, je relancerai Dr. Volant. Avec qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? Je me dis peut-être qu'on pourrait intéresser les jeunes, les communautés autochtones à comme l'initiative que fait M. Dr. Volant, les mini-écoles de santé. Je sais pas, j'aimerais l'entendre là-dessus. Nous expliquer comment est-ce qu'on peut ouvrir l'univers du possible pour les jeunes et mais en même temps expliquer qu'on s'intéresse à eux en faisant cette démarche-là. J'aimerais ça l'entendre. Ben, pour vous faire une réponse courte, je pense qu'il faut viser sur deux pôles. Donc, essayer d'avoir des soignants autochtones, je pense que c'est une chose très importante parce que je vais vous donner un exemple. Moi, en 84, je suis rentré en médecine à l'Université de Montréal. J'avais soumis ma candidature, mais mes notes étaient insuffisantes. J'étais à l'école dans ma communauté, ensuite à Québec. Puis, il me manquait peut-être 1 à 2 il fallait avoir 92 de moyenne. À l'époque, Puis, l'Université de Montréal m'a rencontré, ils ont reçu ma candidature, puis ils m'ont dit, écoutez, votre dossier est très intéressant. On pense que vous réussirez à faire vos études de médecine. Et l'Université de Montréal est intéressée de vous admettre parce qu'on pense qu'à l'Université de Montréal, d'avoir des étudiants autochtones, ça peut améliorer la santé des Premières Nations parce que vous allez peut-être devenir un leader dans votre communauté. Et je pense que pour moi, ça a été une motivation importante de créer un programme structurant et régulier d'admission en médecine pour les Premières Nations. Maintenant, c'est à travers le Canada, il y a environ 70 étudiants par année au Canada. 8 étudiants au Québec qui rentrent en médecine dans un programme structuré des Premières Nations et d'avoir plus d'infirmières autochtones travailler dans leur communauté. Ça apporte beaucoup au niveau du leadership. Ça amène d'autres personnes à aller dans ce sens-là. Moi, j'ai inspiré plusieurs jeunes autochtones à croire à leur potentiel de devenir médecin, de devenir infirmière. Puis des gens bifurqués, ils sont devenus ingénieurs, avocats, puis ils ont réalisé leur rêve que quand on est autochtone, on n'est pas limité seulement à la communauté autochtone, qu'on appelle la réserve, qui est un mot qu'on doit abandonner. On n'est pas des animaux, on n'habite pas dans des réserves fauniques. La terminologie exacte, c'est communauté autochtone. Mais donc, d'avoir des étudiants des Premières Nations, des premiers peuples venir en santé, je pense que c'est très important, mais aussi, il faut compter sur des soignants non autochtones qui sont
compétents, qui sont sensibles et qui sont ouverts aux cultures des Premières Nations et les former dans ce concept-là de la séquestration culturelle. Je vais vous donner un exemple. Juste dire « kwe » ou « wachia ». Wachia en cri ou « shekwun » en mohawk. Juste dire « bonjour » dans notre langue. Si vous allez en Europe, en Hongrie, puis quelqu'un vous dit « bonjour » et vous reçoit comme patient, ça témoigne d'une grande ouverture, quelqu'un qui est à votre rencontre et qui veut vous traiter d'égal en égal. Et je pense que de développer ces compétences-là, cette sensibilité-là auprès de nos étudiants est très important. Il y a les mini-écoles de médecine, j'ai développé ça en 2010, donc il y a des étudiants du réseau de la santé en médecine dentaire, en médecine, en physiothérapie, en nursing, qui vont dans les communautés et qui passent une journée pour inspirer des jeunes autochtones à croire à leur potentiel de devenir des soignants. Et en même temps, ces jeunes-là, non autochtones, bénéficient d'enseignements culturels de la communauté, des gens qu'ils rencontrent. Et plusieurs de ces gens-là qui ont été dans les métiers de médecine sont devenus des traitants, sont venus comme infirmières, sont venus comme médecins dans les communautés. Et je pense que ça fait un beau partenariat qui ne cesse de grandir. Et un jour, on arrivera peut-être au point qu'il n'y aura plus de problème d'accès de santé dans les communautés autochtones. Merci, merci infiniment de ce partage. Est-ce qu'il y aurait un panéliste qui aimerait rebondir là-dessus? Allez-y, Mandy. Ben oui, tout à fait. Puis comme je le mentionnais, comme Dr. Voller le mentionnait, moi, personnellement, je ne viens pas de la communauté, mais c'est les premières choses que j'ai appris. Gwe Segowego, c'est bonjour à tous. Nyawa, Nyawagoa, c'est merci, merci beaucoup. C'est les petites choses comme ça qui font en sorte que vous réalisez que vous intégrez la culture. Puis ça, c'est une des choses qu'on n'apprend pas nécessairement dans le réseau de la santé, dans notre éducation normale. Même la médecine traditionnelle. Nous, c'est quelque chose qu'on prône énormément ici à la communauté. C'est offert à tous. La première chose qu'on fait dans le onboarding aussi pour les nouveaux employés qui ne sont pas de la communauté, c'est une formation avec le service traditionnel qui non seulement nous explore l'historique, la culture, les terminologies, mais ils vont au-delà pour expliquer aussi tout ce qui explique un peu la réaction des gens, donc tout ce qui est le traumatisme du passé. Donc, moi, je vais faire une petite tangente sur qu'est-ce que les organisations de santé ici actuellement nous faisons sur la communauté autochtone ici à Kahnawake. Ils vont faire une formation qui s'appelle Trauma Informed Organization. Donc, c'est toutes les organisations de la communauté, donc pas juste la communauté de santé. Vous avez aussi le council, vous avez aussi le service éducatif qui vont s'assurer de former tout le monde sur comment les réactions du trauma du passé peuvent s'expliquer, interagir et comment nous, en tant que professionnels, on peut continuer là-dedans puis vraiment travailler en partenariat avec les gens de la communauté et aussi comprendre dans le fond d'où ça vient. Dans un deuxième temps, c'est le partenariat que nous, on fait avec les services de santé extérieurs, partenaires donc, du territoire montréalais, Montérégie. C'est l'initiative qu'ils ont pris de développer justement des postes spécifiques tels que les navigateurs de santé qui vont comprendre la réalité non seulement de la communauté, mais aussi de la complexité du détail dans ce qui est aussi le financement. Les gens ne réalisent pas, mais les gens de la communauté n'ont pas nécessairement une carte RAMQ. Pour nous, c'est acquis, c'est normal, c'est la norme. Mais pour les gens de la communauté, avoir une carte RAMQ, ce n'est pas nécessairement la norme non plus. Donc, moi, j'aimerais relancer non seulement nos cliniciens, mais justement les gens en administration, donc mes collègues, les gens qui sont à la réception, etc., de non seulement se renseigner sur c'est quoi être des non-bénéficiaires, l'assurance pour les non-bénéficiaires en santé, so NIHB en anglais, pardon, Non-Insured Health Benefits, qui est un programme complètement à part pour justement les communautés autochtones. Et pour les centres de santé pour enfants pédiatriques, de se renseigner sur tout ce qui est le principe de Jordan. Donc ça, c'est encore une autre façon où que les gens peuvent se renseigner, savoir comment
accéder à des services qui sont remboursables pour les gens de la Première Nation. Donc, encore une fois, c'est comme un partenariat du côté plus administratif, mais je trouve que c'est important de faciliter ce travail-là parce que souvent, la paperasse, et on le sait bien, la bureaucratie dans le réseau de la santé, c'est important et lourd. Et on aimerait justement que ce soit facilité pour eux, mais que aussi les gens du réseau comprennent qu'il y a une façon de le faciliter aussi. Et pas seulement dire non, comme Dr. Volant a mentionné dans une de ses histoires, de dire non, justement, vous n'avez pas de carte RAMQ, vous n'avez pas accès. Techniquement, dans la L4S, donc dans la loi des services sociaux, on n'a pas le droit de refuser des soins dans un premier temps. Deuxième temps, essayer de le faciliter pour ces gens-là puis de comprendre leur réalité. Je sais que le CLSC Métro où que je travaillais auparavant, ils ont réussi à faciliter justement le principe. Que tu n'aies pas de carte RAMQ, c'est pas grave. On a trouvé une façon de t'identifier pour qu'on ait au moins 2 identifiants pareils, malgré que tu n'as pas de carte RAMQ. Donc, ce genre de partenariat est important, je trouve. Mais je vais laisser la parole aux autres, je m'excuse. Non, ne vous excusez pas. Nadia Sourial, Dr. Sourial, vous aviez la main levée. Je vais vous laisser la parole. Oui, ben, je voulais juste rebondir sur l'idée de l'importance du partenariat. En recherche, on a un concept qui s'appelle l'approche participative. Et ça repose sur l'idée que rien pour moi sans moi. Donc, on ne devrait pas exclure les utilisateurs, ceux qui vont bénéficier de tout ce qu'on va mettre en place, sans les inclure dans la conception et dans le développement de tous les programmes et les interventions qu'on va faire. Donc, en recherche, on a fait ce virement vers cette approche participative. Donc, on inclut les patients comme des experts à part égale avec les chercheurs, avec les autres membres de l'équipe de recherche, parce que eux, leur voix est aussi importante et même plus que la voix des chercheurs et des autres qui sont en train de développer des approches pour améliorer l'accès, etc. Donc, autant pour les populations autochtones que pour toutes les autres populations, l'importance de les inclure pour s'assurer que tout ce qu'on va développer va avoir des retombées concrètes qui vont répondre à des réels besoins, puis des réelles craintes, des réelles préoccupations des utilisateurs. Donc, de plus en plus, on a compris l'importance de ne pas oublier les patients dans tout ce qu'on va faire en termes de prise de décision. C'est autant vrai pour les populations autochtones, encore plus vrai d'apporter leur voix, mais même pour d'autres populations marginalisées, pour la population de façon générale. Je pense à la télémédecine, je pense à la réglementation. On a très peu de réglementation encore sur les lois, sur la confidentialité des données. Donc, avant de mettre en place toutes ces lois-là avec ce virage numérique en termes de quelles données on peut partager, comment, etc., mais où se situent les priorités des patients, quelles sont leurs inquiétudes. Donc, d'inclure la voix des patients dans tout ce qu'on va mettre en place, c'est ce que je voulais ajouter à la discussion pour dire que c'est très, très important de les voir comme des experts clés dans la conception qu'on va mettre en place pour améliorer l'accès et résoudre les différents problèmes dans notre système. Je vous remercie de cette précision, Dr. Sourial. Effectivement, la recherche participative, on en entend parler. Souvent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est vraiment de considérer que la personne pour laquelle on est en train de faire cette recherche, qu'elle va non seulement bénéficier des solutions, mais qu'elle est partie prenante, en fait, de ces solutions et même de la réflexion de base, de se dire quelle est réellement la problématique. Dr. Volant, vous aviez la main levée. Je vais essayer d'être bref parce que je vais laisser les gens poser des questions, mais je vais revenir sur un concept que Mandy a parlé, le principe de Jordan, pour augmenter la complexité des soins au premier peuple. Soins des premiers peuples sont sous la juridiction d'une dualité de gestion, c'est-à-dire le provincial offre certains services et le fédéral, parce qu'on est quand même sous la juridiction fédérale, sous la loi des Indiens. Et souvent, ça cause des problèmes. Il n'y a pas de complémentarité des programmes. Et le principe de Jordan, ça vient d'une histoire très triste. Un jeune qui s'appelait Jordan River, un jeune Cree de Norway House, c'était au nord de Winnipeg, qui avait une maladie neurodégénérative et qui a été hospitalisé dans un hôpital de Winnipeg pendant des années.
Et il aurait pu retourner chez lui avec de l'aide, avec des traitements et aller peut-être passer ces derniers mois, dernières années dans sa communauté, mais à cause des problématiques de juridiction fédérale, provinciale, personne ne voulait prendre la note où il n'y avait pas de complémentarité entre les deux services. Et le jeune est mort à l'hôpital de Winnipeg, loin de sa famille, loin de ses grands-parents, loin de sa communauté. Et le principe de Jordan a été accepté lors d'un vote unanime à la Chambre des communes il y a déjà environ 3-4 ans, où maintenant le provincial et le fédéral doivent s'entendre pour donner les services. Donc, celui qui a été le premier en contact doit donner le service au complet. Donc, pour nous, c'est un principe très, très, très important pour pas que les gens soient splittés dans de guerre de juridiction provinciale et fédérale. Et ça m'amène à parler d'un autre principe très important pour nous, c'est le principe de Joyce. Depuis la mort de Joyce Echequan, la communauté de Manawan, la communauté Atikamekw, demande que le principe de Joyce soit accepté au Québec, c'est-à-dire que tous les Autochtones peuvent être soignés de façon sécuritaire, de façon respectueuse, de façon holistique au niveau santé physique, santé mentale, santé spirituelle et culturelle. Donc, et aussi en demandant au gouvernement de reconnaître le racisme systémique qui existe malheureusement dans notre système. Et le racisme systémique, ça ne veut pas dire que les gens sont racistes. Le racisme est inclus dans nos institutions, c'est l'héritage de la colonisation. Même, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis autochtone, je suis Innu, puis je ne parlais pas français à l'âge de 6-7 ans, mais j'ai acquis à travers mon éducation médicale certains réflexes racistes. J'ai même, pendant longtemps, pas cru des gens des Premières Nations qui venaient me dire « j'ai eu des mauvais traitements à Joliette, j'ai eu des mauvais traitements à La Tuque, j'ai eu des mauvais traitements qui étaient irrespectueux à cette île. » Je pensais que c'était des histoires. Et quand j'ai vu Joyce Echequan mourir sous mes yeux, ben, je me suis rendu compte comment j'ai été contaminé par le racisme structurel. Et je suis devenu raciste vis-à-vis de mon propre peuple. Donc, c'est un phénomène qui est invisible. Et je pense que le gouvernement doit reconnaître que ça existe. Et c'est un héritage de nos institutions, de notre histoire qu'on doit corriger. Mais je pense que pour le corriger, il faut reconnaître que ça existe. Oui. Merci beaucoup pour ce partage. Puis, je dois dire que, bon, il reste on a dépassé un peu le temps de ces premiers échanges, mais rapidement, si vous êtes capable de faire ça en 1 minute et demie chacun et chacune, je vais vous laisser la parole. Claude-Aline, j'ai vu que vous aviez levé la main. Si vous avez 1 minute, là, puis après, je vais vous laisser la parole à Dr. Girard. D'accord. Oui, allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Oui, je voulais juste dire que très rapidement, selon moi, selon mon expérience à Eastmain, la barrière la plus importante par rapport à la prestation des soins, recevoir des soins, c'était la santé culturelle, c'était la sécurité culturelle. Alors, et puis, comme je vois que nous n'avons plus le temps, j'aimerais savoir si ce serait possible avant d'avoir la rencontre où on va parler on va proposer des solutions, qu'il y ait une rencontre où on parlerait justement de la sécurité culturelle. Je ne sais pas ce que pensent les autres, mais pour moi, ça rejoint tout. Ça rejoint même l'aspect logistique, l'aspect de la langue, l'aspect légal, l'aspect de la carte RAM, tout. Alors, c'est ce que je propose. Merci beaucoup. Effectivement, peut-être ça peut être une idée pour une prochaine rencontre, une prochaine conférence où on va parler uniquement de sécurisation culturelle. On voit que c'est quelque chose qui en fait lie tous ces enjeux-là qu'on peut observer. Je vais vous laisser la parole, Dr. Girard, pour terminer. Ce sera bref, mais je me disais, dans la formation du professionnel, on doit inculquer quelque chose d'autocritique, d'être capable de faire le point de temps en temps sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que je voulais faire. Moi, je suis allé travailler avec des gens
Alors, maintenant, je suis où? Donc, si on veut prévenir des situations qui sont critiques, qui sont des atteintes à la sécurité culturelle, il faut regarder ce qui est sécuritaire également pour le professionnel de la santé et jusqu'où il se sent sécuritaire. Ça peut être une belle mesure aussi d'émergence d'États qui ne seront pas sécuritaires pour l'un et l'autre. Donc, c'est aussi d'inculquer chez nos étudiants cette capacité d'autocritique et d'être capable de réfléchir sur soi, en fait, de faire le point. Donc, c'est juste ça mon commentaire. Merci beaucoup. Bien, sans plus tarder, je vais passer à la période de questions-réponses parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se sont quand même accumulées. Puis je vais laisser Rosalie, ma collègue Rosalie Voisin, animer cette section. Rebonjour à tous. Oui, alors je vais poser la première question à Félix Girard. J'ai une personne qui a écrit la complexification des soins dentaires et de la responsabilité m'a fait poser beaucoup de questions sur la faisabilité de donner des soins finalement de qualité en dehors d'actes d'urgence. La dentisterie en zone éloignée ressemble plus à une mesure de soutien minimal qu'à une vraie politique de soins. Est-ce que vous voulez rebondir à ça finalement? Rapidement, je veux dire, la distribution des ressources dans le Grand Nord est très variable. On a parlé des communautés, il y a des problématiques partout. Genre, je veux dire, il y a des choses à améliorer dans tous les systèmes de soins. Mais si on regarde au niveau structurel, ce qui existe au Conseil écrit de la santé, les 2 centres de santé où nous naviguons avec la région 17, ce qui existe dans les communautés non conventionnées de la Côte-Nord, c'est toutes des situations différentes. Et l'allocation des ressources est tellement inégale d'une région à l'autre. Ça fait en sorte que ce qu'on dit ici, que l'urgence, c'est juste ça qui est possible de faire si on arrive à faire quelque chose sur l'urgence. Mais oui, c'est vrai, dans certaines communautés, c'est ça ce qu'on essaie de faire, puis le niveau d'attente est faible. Mais dans d'autres villages, oui, on a réussi à développer des services extrêmement complets, extrêmement développés, même si on est dans le Grand Nord. Et c'est possible de le faire très bien. Excellent, merci beaucoup. J'avais une question aussi de Hubert Gaucher pour Dr Stanley. Comment la télémédecine pourrait-elle évoluer afin de rendre de meilleurs services aux communautés éloignées finalement? La télémédecine, ben, c'est comme le docteur Sourial parlait, je pense qu'il faut avoir une technologie qui permet que la télémédecine soit faisable. On a vu tantôt Madame Carrière qui doit être à Eastman, puis avoir des problèmes de bande passante. Ben, je pense que si on avait une capacité informatique suffisante dans toute la communauté, ben, c'est sûr que la télémédecine aiderait beaucoup. Mais je pense quand même que la présence physique est très importante pour les Autochtones. La première rencontre, c'est une rencontre où on peut développer un lien sécurisant avec le soignant. Et par télémédecine, ben, je pense qu'on part très, très mal pour développer ce lien-là de confiance. Mais c'est sûr que pour le suivi, ce serait excellent d'avoir la télémédecine. La télémédecine, d'ailleurs, est beaucoup utilisée dans le territoire Innu, le territoire des Inuichi, dans le territoire Cri. Les gens ont de la dialyse sur place à Chisasibi, à distance, avec des gens qui sont basés au CUSEM, au Glen à Montréal. Donc, la télémédecine peut offrir des grands services. Cependant, la présence physique est nécessaire pour développer ce lien culturellement sécuritaire pour les Premières Nations. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que la fracture numérique n'est pas une bonne chose pour plusieurs individus qui n'ont pas les ressources ou qui sont marginalisés ou encore qui n'ont pas la connaissance? Finalement, dans l'optique où si cette approche numérique est utilisée pour la majorité de la population, dans l'idée aussi de désengorger finalement le système médical actuel, mais peut-être même permettre une flexibilité pour du personnel d'aller rejoindre les utilisateurs physiquement dans des régions moins accessibles, faire des visites plus personnalisées à ceux qui ne possèdent pas les connaissances. Ou est-ce que le désengorgement n'est pas assez important pour permettre cette redistribution physique des soins? Est-ce que vous souhaitez rebondir à ça? Je trouve la question vraiment intéressante, donc je remercie Lodi pour cette question. Donc, c'est vrai que
la télémédecine, oui, il y a cet enjeu que ça peut augmenter les barrières à l'accès, mais en même temps, il y a aussi la promesse d'aller refermer justement les gaps d'accès, justement pour les personnes en milieu éloigné. Parce que quand on dit télémédecine, il ne faut pas oublier que ça inclut aussi le téléphone. Donc, même de base, de pouvoir appeler un patient à distance pour des patients avec des problèmes de mobilité, manque de transport, région éloignée, mère monoparentale qui ne peut pas se déplacer. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour dire que la télémédecine peut être fortement utile. Et ce n'est pas juste pour les patients, même pour les cliniciens. On voit dans les sondages que tant les patients que les cliniciens veulent que la télémédecine reste un mode de prestation de soins. Donc, dans cette lignée-là, c'est certainement un mode qu'on va vouloir garder. Mais comme disait Dr. Vollant, c'est pas dans tous les cas où ça va être approprié parce que des fois, il faut pouvoir toucher le patient pour écouter le cœur, etc. Et où est-ce qu'on a encore un gap dans les évidences, c'est de savoir dans quelle situation, pour quel type de problème, est-ce que c'est approprié ou pas approprié. Et là, je reviens encore avec l'idée que il y a le jugement clinique sur lequel ça se repose actuellement, cette décision-là, mais il y a aussi le besoin du patient. Il y a certains patients qui aiment aller en personne voir leur médecin à cause de tous les aspects non-verbal, de pouvoir avoir ce rapport avec leur médecin. Donc, c'est pas tous les patients, c'est pas dans tous les contextes qu'on va vouloir avoir toujours de la télémédecine. Donc, certainement, ça peut fermer des gaps, mais c'est pas toujours approprié. Et pour la question de ce que ça peut désengorger, certainement, si on est capable d'améliorer l'accès grâce à la télémédecine, on facilite les visites avec les médecins. Ça peut ouvrir des plages horaires pour faciliter des soins à domicile. Je trouve que c'est une belle façon de le voir, mais on n'a pas encore de bonnes études qui nous disent est-ce que c'est des choses qui se font réellement ou est-ce que c'est quelque chose qui est actuellement en place. On sait qu'au Québec, on est vraiment on sous-investit beaucoup dans les soins à domicile, parce qu'avec la télémédecine, on va pouvoir voir des opportunités pour envoyer des infirmières, par exemple, voir des patients marginalisés. Peut-être, mais je pense que on est vraiment au début, hein, parce que même si la télémédecine existait un peu avant la pandémie, c'est vraiment avec la pandémie que c'est vraiment parti. Et donc, c'est encore assez relativement tôt dans le processus pour encore savoir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, pour qui et à quel moment. Merci beaucoup. J'ai l'impression que Mehdi veut également ajouter un petit mot. Oui, si tu me permets, j'aimerais rajouter à ça parce que dans le fond, j'aimerais aussi qu'on parle un peu en mode préventif parce que là, on parle en mode réactif, dire, OK, les soins actuels, comment est-ce qu'on peut accéder à un soin immédiat? Mais j'inviterais vraiment à tous les gens, les services, les universités, les écoles qui veulent justement avoir cette perspective-là puis pouvoir développer dans ce sens-là ou connaître la réalité, d'inviter des gens de la communauté, malgré la barrière de la langue, ayez des traducteurs, ayez des gens qui, eux, vont parler, pas des gens comme nous, comme autres docteurs Vollant, des gens comme nous qui ont une perspective en tant qu'alliés, en tant que partenaires professionnels de la santé. On a juste le mot et leur histoire, mais on n'a pas la vraie émotion et la vraie idée derrière les vrais problèmes, que ce soit accès technologique ou que ce soit accès physique aux services de santé. Donc, moi, j'aimerais juste insérer le fait qu'avant que ça se termine, que les gens vraiment, je vous encourage à, pardonnez-moi le mot anglais, mais reach out justement à des gens de la communauté immédiate pour qu'eux vous expliquent leur expérience, pour qu'ensuite vous fassiez votre idée sur est-ce qu'on devrait avoir plus de personnes dans les régions, est-ce qu'on devrait avoir plus? Parce que c'est vraiment dur d'élaborer des solutions quand on ne connaît pas la réalité des gens actuellement. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Mais merci beaucoup, on est là pour ça. J'en profite, j'ai aussi une question que je propose à vous, Mendy. Une question de Sarika Beauchamp. Alors, elle dit « Bonjour, avant de pouvoir travailler comme infirmière en Australie, j'ai dû réussir un test d'anglais de haut niveau. Et selon mon expérience, il n'y a pas d'évaluation du niveau de maîtrise de la langue anglaise des professionnels de la santé allant travailler en région éloignée. Croyez-vous que cela, accompagné d'un programme de soutien pour développer la maîtrise de la langue au besoin, pourrait représenter un pas important vers des soins de meilleure qualité. » Je sais qu'on en avait un petit peu parlé, Mendy, les dernières semaines, donc voilà, je vous propose d'y répondre.
En fait, merci pour la question. Elle est très intéressante, mais aussi très complexe à répondre. Donc, dans le contexte du Québec, c'est très difficile considérant qu'on est vraiment une communauté francophone importante. Par contre, je pense que c'est important de le mentionner que on a aussi une grande communauté anglophone. Et j'aimerais rebondir sur le fait que la loi dit les gens ont le droit de recevoir des services dans leur langue désirée, que ce soit via un traducteur ou via justement des soins immédiats. Donc, si c'était à mon opinion professionnelle personnelle, je crois que ce serait intéressant. Est-ce que ça serait suffisant? Pas nécessairement. Je crois que le plus important, ça serait tout ce qui est l'aspect shadowing. Donc, lorsque vous faites n'importe quel stage, formation professionnelle, le shadowing est super important et intéressant de comprendre un peu la réalité justement des gens et de la perspective. Donc, vous vivez le quotidien de la personne. Vous apprenez aussi non seulement, c'est bien d'avoir justement l'affinité de la langue, mais si vous ne comprenez pas nécessairement l'interaction qu'il y a non plus, la langue ne sert pas nécessairement à grand-chose en fait. Vous avez beau bien vous exprimer, mais l'intelligence émotionnelle est aussi un aspect super important et je pense que c'est quelque chose à apprendre sur le terrain plus qu'à l'école. Donc, c'était ma perspective là-dessus. Merci beaucoup pour votre réponse. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir également sur cette question. Là, on m'avait parlé. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Alors, excusez-moi. Du coup, je vais retourner aux questions parce qu'entre-temps, il y en a eu d'autres. En attendant, je peux peut-être juste rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le shadowing. Je pense que c'est quelque chose qu'on connaît. Là. Moi, je l'ai vécu en recevant des étudiants qui venaient, des résidents qui venaient faire un tour. Et des fois, c'est quasiment des visites touristiques, là, quelques jours. Je dis, ça marche pas. Là. Vous m'envoyez plus des résidents pour quelques jours. Ça prend quelques semaines avant de s'habituer, essayer de comprendre l'approche, essayer de comprendre comment les gens communiquent, comment se parler, comment se faire confiance. Et puis oui, le shadowing avec un professionnel habitué sert, mais il faut aussi regarder, il faut accepter un certain niveau d'inconfort pour apprendre. Il faut accepter, si on arrive avec une grosse carapace, ça ne fonctionnera pas. Mais il faut qu'on soit ouvert. C'est quand même une posture qui est délicate, qui est difficile. Puis il y a certaines personnes qui ne vivent pas bien cette expérience de travailler dans le Grand Nord, dans des communautés d'une autre culture. Mais quand ça marche bien, quand j'ai vu que ça marchait bien, c'est parce que oui, on a bien accueilli les gens et les gens se sont ouverts. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. On me demande s'il y a une demande pour des kinésiologues dans cette belle région de notre pays, justement. Alors, je ne sais pas s'il y a une personne qui veut répondre à cette question. Je ne peux pas parler pour les régions éloignées du Nord, mais pas juste en kinésiologie, mais en toute la réadaptation en tant que telle. Nous, ça fait longtemps qu'on affiche des postes et qu'on n'en a pas. Donc, on a quand même beaucoup d'infirmières. On a un seul médecin de la communauté qui vient de la communauté. Le reste ne le sont pas. Donc, on encourage les gens en réadaptation de venir travailler ici à Kahnawake. Je sais que dans les régions éloignées, ça doit être une autre réalité, mais je vous dirais que si vous voulez commencer à juste apprendre dans un peu plus urbain, entre guillemets, on a des postes ici. Merci beaucoup, Mandy, pour cette information. J'avais plusieurs questions dans ce sens-là, donc je pense que tout le monde a eu sa réponse. Je vois que Nadia et Claude-Aline ont également levé la main. Allez-y, Nadia, je vous donne la parole. Juste rapidement rajouter que dans les groupes de médecine de famille du Québec, qui sont les organisations où nos médecins de famille travaillent en collaboration avec d'autres professionnels, dont les infirmières et les travailleurs sociaux et les pharmaciens, on y retrouve aussi des kinésiologues, mais ce n'est pas dans tous les GMF, les groupes de médecine de famille, mais ça commence à être de plus en plus présent. Donc là aussi, on pourrait en trouver, et j'ajouterais juste que
il y a plein de ressources de ce style dans les groupes de médecine de famille, mais que les patients ne sont pas au courant que ces services-là existent. Donc, les patients ont des droits de savoir que ces services-là existent et donc on essaye de faire beaucoup plus d'éducation pour permettre aux patients de plus facilement accéder à ces services. Mais si vous êtes dans un groupe de médecine de famille, vous pouvez probablement demander d'avoir accès à un kinésiologue s'il y en a dans la clinique. Merci beaucoup. Claude-Aline, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste y ajouter que effectivement, il y a un grand besoin de professionnels qui travaillent en réadaptation. Pour ce qui est des kinésiologues, je n'ai jamais vu d'offres d'emploi dans les communautés CRI, mais le problème, c'est que je ne pense pas que qu'on connaisse très bien dans le Grand Nord, qu'on connaisse très bien cette profession. Alors, j'ai même trouvé que dans le sud, elle n'est pas très bien connue. Alors, ça serait peut-être une question je sais pas moi, de publicité, d'expliquer la profession. D'accord. J'avais une autre question. Là, je vois que l'heure tourne. On arrive sur la fin, donc ça va être vraiment la dernière question. Une question de Mohamed. Concernant la prise en charge des autochtones, qu'en est-il de l'encouragement des médecins diplômés en dehors du Canada pour aller s'installer au Nord et leur faciliter la reconnaissance de leur diplôme? C'est peut-être une question très très large. Là, on sort un petit peu du sujet. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot quand même là-dessus? C'est un peu le rôle des collèges de médecins, Collège de médecins du Québec, ici au Québec, d'accepter, de reconnaître les diplômes des médecins étrangers. Donc, c'est pas du ressort des communautés autochtones de reconnaître les diplômes, mais je pense que malheureusement, c'est le Collège des médecins qui doit faire ce travail-là. Et c'est sûr que il y a plusieurs médecins étrangers qui ont accepté de travailler dans nos communautés, qui sont très, très appréciés. Mais d'entrée de jeu, c'est le Collège de médecins, les collèges de médecins dans chaque province qui doit reconnaître la compétence et d'accepter l'équivalence des médecins étrangers. Merci beaucoup. J'avais plusieurs personnes qui voulaient ajouter. Je pense Claude-Aline, allez-y. Il y avait aussi Dr Félix Gérard. Oui, tout d'abord, je voudrais dire que je vais dire quelque chose que peut-être que les médecins ne vont pas apprécier, mais je trouve que le Collège des médecins fait tout pour réduire le nombre de médecins, pour que ça demeure une profession très contingentée, pour que les salaires soient plus élevés. C'est ma théorie. Je vois que des médecins de l'étranger, même si ce sont des gens qui viennent de l'Allemagne, par exemple, où on a à peu près le même genre de maladie, on leur refuse tout simplement d'avoir un examen, de faire un stage et puis de montrer qu'ils peuvent travailler. Alors, je pense qu'on perd beaucoup de médecins comme ça. Aussi, ce que j'ai remarqué dans le Grand Nord, c'est que pour ce qui est des services courants, je trouve que, par exemple, l'attente est beaucoup moins grande, du moins dans les communautés de CRI que dans le Sud. Et ça, c'est parce qu'il y a des infirmières en rôle élargi. Ce ne sont même pas des infirmières praticiennes. Ce sont des infirmières, pour la plupart, qui sont bachelières, pas toutes, et puis qui reçoivent, je pense, une formation de 6 semaines plus un stage, et puis qui peuvent désengorger les services. Aussi, il y a des sages-femmes, il y a des infirmières praticiennes, et j'aimerais rajouter que au Québec, les infirmières praticiennes ont une formation qui est plus rigoureuse qu'ailleurs au Canada et que dans plusieurs endroits aux États-Unis. Et pourtant, ici, elles ne peuvent presque rien faire.
sauf ce que le médecin ne veut pas faire finalement. Alors, ça aussi, je trouve que c'est un problème. Alors, je pense que tout cet engorgement-là dans le Sud, je pense que c'est parce que le Collège des médecins vraiment essaie de réduire les services le plus possible. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. Est-ce que Dr Volland voulait rebondir suite à ce commentaire? Moi, je ne fais pas partie du Collège de médecins du Québec, donc je ne peux pas répondre pour le président du Collège de médecins, Dr Goudreau, mais je pense que sous sa gouverne, je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture que dans des présidents précédents pour accueillir des médecins étrangers. Mais c'est sûr, c'est une organisation qui est très corporatiste, qui veut limiter, qui veut contrôler la qualité de la formation. C'est sûr que c'est important, mais je pense que je suis d'accord avec Claude Adine qu'on devrait être plus ouvert et ça permettrait de pouvoir régler certains problèmes d'accès. Parce que même à Montréal, la moitié de mes patients n'ont même pas de médecin de famille. On n'est même pas région éloignée. Une personne sur deux me demande de remplir des prescriptions de médecins de famille parce qu'ils n'ont pas. C'est quasiment mieux d'habiter en région éloignée. Les gens du Lac-Saint-Jean ont 75 80 d'accès aux médecins de famille. À Montréal, c'est 50 et moins. Donc, oui, le CMQ, le Collège des médecins, pourrait en faire mieux. Mais je ne suis pas le président du collège. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis en train de perdre un petit peu ma voix. Je voulais juste terminer parce que là, l'heure est dépassée, mais j'aurais aimé vous poser une question à tous, là, si vous aviez des exemples concrets de solutions aux différents enjeux d'accessibilité, là, pour terminer sur vraiment une bonne note. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Allez-y, Nadia. Mais ça va exactement dans le même sens que mes deux collègues précédents. C'est de mieux utiliser les ressources qu'on a à notre disposition. Parce que les autres professionnels de la santé, tant les infirmières praticiennes que les infirmières, les travailleurs sociaux, ne travaillent pas au maximum de leur champ de pratique. Ils sont capables de faire beaucoup plus. On parle même aussi de faire en sorte que les ambulanciers peuvent faire plus de première ligne, même parler des pompiers. On a des ressources humaines, mais qu'on valorise pas assez dans notre système de santé. Et si on est capable d'aller optimiser ce travail interprofessionnel, c'est sûr qu'on va pouvoir améliorer l'accès. C'est l'idée là du bon professionnel au bon moment. Donc, c'est pas toujours le médecin qui doit répondre. Ça peut être une infirmière, ça peut être un travailleur social. Il y a le pharmacien maintenant qui peut être un pharmacien référent. Donc, si on utilise mieux nos ressources humaines puis qu'on utilise au maximum le potentiel de nos professionnels de la santé, on va pouvoir répondre plus rapidement aux besoins. Merci, Nadia. Oui, Félix, allez-y. Oui, juste rapidement, je pense que la recherche aussi a un rôle à jouer. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, la recherche participative peut permettre justement une appropriation d'enjeux et en même temps, avec des cycles, avec des itérations, arriver à comprendre qu'est-ce qui est compris comme champ de pratique, qu'est-ce qui est possible de faire dans le milieu, quelles sont les possibilités. Je pense que la recherche, l'université peut vraiment aider à dénouer des impasses apparentes et parfois de juste donner une chance de mieux utiliser les ressources, permettre aux ressources d'identifier les possibilités. Finalement, on est accompagnateur. À l'université, on ne crée pas des choses, on est en train de mobiliser les choses qui sont devant nous. Et puis, c'est comme ça qu'on crée, en fait. La création se fait. Donc, l'activité de recherche, je pense que je la vois là comme une piste de solution importante. Allez-y, Mendy, allez-y. Plus concrètement, pour les gens du réseau de la santé, la création de postes tels que ceux des navigateurs qui vont vraiment se focusser là-dessus, vraiment sur les besoins, les obstacles que les communautés ont justement à accéder à ces services-là. Donc, les services spécialisés, surtout. Je parle en région éloignée comme les communautés urbaines d'ici. Encourager à éviter, encore, je le dirai pas assez, mais encourager à inviter des gens de la communauté à venir à discuter et parler de leur réalité et non des gens pour parler pour eux. Je trouve que c'est super, super important. Les vrais besoins vont vraiment émerger de ces discussions-là plus que nous en tant que patients partenaires. Donc, vraiment inclure ces patients partenaires-là. Puis,
En termes de formation, je l'avais mentionné aussi plus tôt, c'était faciliter non seulement le trauma-informed training, mais aussi faciliter ou alléger un peu cette lourdeur administrative pour que les gens puissent accéder aux services qui sont déjà complexes à accéder. S'assurer que les gens se sentent à l'aise de les utiliser, déjà toute la méfiance qu'il y a derrière toutes les institutions publiques. Donc, gardez ça en tête quand vous développez des services, que vous faites du partenariat, que c'est pas aussi simple que juste mettre des affiches, avoir des pamphlets. S'assurer que ce n'est pas juste superficiel comme changement, vraiment tenir pas juste un discours de on veut la sécurisation culturelle, mais vraiment y aller dans les racines, en fait, dans le core du problème. Puis, je vous encourage à juste reach out à ces communautés-là parce que c'est vraiment eux qui vont pouvoir vous dire les vrais besoins qu'ils ont. Merci beaucoup, Mandy. Est-ce que ça vous va si on clôture ici le dîner causerie qui a débordé un petit peu? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Bon, Lindsay. je vais reprendre la parole. Mais Oui. merci vraiment, merci infiniment vraiment. pour tous vos partages. On l'apprécie énormément d'avoir pris votre temps pour nous parler comme ça. Mais comme on l'a vu, ce n'est que la surface. C'est un début de conversation. Puis on va continuer à avoir cette conversation-là. Mandy, on vous a bien entendu. On va inviter vraiment des gens de la communauté. On va être capable d'aller plus profondément. Puis on sait que ça intéresse. On va intéresser les gens justement à ces questions-là. La sécurisation culturelle, c'est très important. Merci à nos panélistes Claude-Aline Carrière, Félix Girard, Mandy Sananikon, Tavonekam, Nadia Sourial et Stanley Volant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Pour avoir votre opinion sur ce dîner causerie, on va vous partager à l'instant dans la section clavardage un lien vers un court sondage. On vous remercie d'y répondre afin que nous puissions vous proposer d'autres activités qui vous intéresseraient. Un grand merci d'avance et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres encore. Au revoir.